Et j'ai été surpris de voir des gens qui prenaient leur café en fait, en terrasse, au soleil, alors qu'il y avait des drones, on entendait des bombardements de manière quasi constante. Et je me suis presque surpris d'être surpris, parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, et donc je sais qu'en fait, c'est comme ça, les zones de guerre, qu'en fait, les gens continuent à vivre. Mais ça continue à me surprendre. Et tant mieux, c'est bien de continuer à être surpris quand on fait du journalisme. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos photographies et écrits sur raconte.media ainsi que sur nos réseaux sociaux. Raconte est une création originale d'Anthony Dehé et Michel Bourgeois, du studio DB Création, spécialisé en design de marque et photographie. Vous avez apprécié cette rencontre? Partagez-la sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur votre plateforme préférée. Cela contribue réellement à la visibilité de Raconte. Une suggestion d'invité? Écrivez-nous. Raconte la rencontre. Bonjour Wilson Fache, bienvenue sur Raconte. Bonjour, merci. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis un journaliste belge indépendant, j'ai 32 ans. Je couvre les zones de guerre depuis 10 ans maintenant, et j'habite ici à Bruxelles. Tu viens de le dire, tu couvres les zones de guerre. J'ai envie de te proposer d'aller directement au front. C'est quoi ta guerre, ta bataille? C'est quoi ma bataille? Ma bataille, c'est de raconter le monde, d'essayer de le raconter le mieux possible, et de raconter, parce que je couvre des zones de guerre justement, des lignes de front, de raconter les souffrances des civils, et d'essayer de leur faire justice en partageant avec le reste du monde ce qui se passe dans certains endroits, et d'essayer de pas forcément provoquer un changement. Je crois pas que ça serait ma place en tant que journaliste, mais tout simplement d'informer en fait sur ces souffrances-là. Avant tout ça, il y a dû y avoir un long cheminement. Alors je te propose de revenir un peu à la base. Tu viens d'où? Je viens de Schaerbeek, de Bruxelles. J'ai fait mes primaires ici, puis j'ai déménagé à la campagne, parce que mes parents, pour le travail, voulaient aller vers le Hainaut, avoir plus de place. Ils avaient une société de décoration d'intérieur qui marchait très bien, et donc il fallait avoir plus de place pour stocker tous ces objets. Donc j'ai fait ma scolarité secondaire à la campagne, puis je suis revenu à Bruxelles faire des études de journalisme à l'IEX, ici pas très loin. Et j'ai oublié la question. C'était tu venais d'où, tout simplement. Et tu viens de parfaitement y répondre. Ça a dû être un changement assez fort de passer de la grande ville de la capitale de la Belgique, de Bruxelles, à la campagne hainouillère. Oui et non, parce qu'en fait j'avais 10 ans quand j'ai quitté Bruxelles, et donc je profitais pas encore de la ville à ce moment-là, j'étais encore un peu trop jeune, donc c'est pas comme si j'étais autonome et que je sortais avec mes potes tout seul. J'allais à l'école la journée, j'étais avec mes parents le soir. J'avais pas vraiment l'occasion de profiter de la ville plus que ça. Mais c'est vrai que ça a été un changement, parce qu'après arriver à la campagne, c'est vraiment entouré de champs, entouré de vaches. Il fallait faire 20 minutes de trajet en voiture pour arriver à l'école. Et donc faire son adolescence à la campagne, ouais, là par contre la perte d'autonomie était assez Tu veux dire que tu ressentie. t'es un peu emmerdé, en fait, pour Je dire me suis un plus peu directement. emmerdé, oui, pas tant que ça en vrai, j'ai pas envie de non plus caricaturer. Et je suis revenu à Bruxelles pas si longtemps après. J'ai commencé, comme je suis né en fin d'année, en fait j'ai commencé mes études à l'âge de 17 ans. Donc je suis quand même rentré à Bruxelles assez rapidement. Ok, pour donner un peu de contexte ici, nous sommes où? C'est un lieu que tu connais bien aussi, le Poste, en plein cœur de Bruxelles. Des Bah, Marolles même. c'est un lieu que je vais découvrir, parce qu'en fait avant je les connaissais quand ils étaient pas loin d'ici. Ils étaient à l'Ascenseur, avec le même concept, c'est-à-dire un bar qui organisait des événements, qui organisait des expos, photos, des ateliers radio. Ils ont des studios juste là. Donc c'est exactement la même chose, mais ils se sont déplacés. Et là, je découvre le Poste, leur nouveau lieu pour la première fois. Et je vais y revenir, parce que j'ai envie d'assister à leurs événements. Et puis ils m'ont demandé d'animer un atelier radio, un plateau radio en public à la rentrée. Donc je ferai ça avec plaisir. Bien, d'ailleurs, c'est aussi un lieu un peu festif. D'ailleurs, on entend parfois un peu de musique. Donc, Donc, au long de il y cet a un épisode, concert derrière nous. on aura une petite ambiance musicale en arrière-plan. Donc, tu disais, pour en revenir à ta biographie, tu as fait tes études ici à l'IEX, une école de journalisme bien connue en Belgique. Tu as toujours voulu être journaliste? Non, j'ai pas toujours voulu être journaliste. Quand j'étais plus petit, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais être chef-coq, je voulais être cuisinier. Il y avait un lien Hum, dans la famille ou pas du tout ou... Pas vraiment, non. Pas de cuisinier, pas de chef dans la famille. Mais
des parents qui ont toujours été des grands amateurs de bouffe. Des Et donc, ils m'ont épicuriens. transmis cette passion-là. J'ai voulu aussi être, je crois qu'encore avant ça, j'ai voulu être archéologue, je crois. Un peu à la Indiana Jones. J'ai aussi voulu être entrepreneur, c'est un peu en suivant mes parents, qui eux étaient entrepreneurs. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas, ils ont fait de leur passion leur métier. Ils sont leurs propres patrons, ça m'intéressait. Finalement, je retrouve de ça dans le journalisme aujourd'hui, d'être mon propre patron, puisque je suis indépendant. On va en parler plus loin. Et donc non, le journalisme n'était pas un rêve de gosse. C'est au moment de terminer mes études secondaires, où il a fallu que je réfléchisse à ce que j'allais faire l'année d'après. Tu savais pas ce que tu voulais faire en fin de réto, donc Non. la 6e année, Non, quand tu as 18 ans ici. Non, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai un peu lu les programmes de différentes universités, Solvay, ICHEC, je crois, UCL, ULB, enfin, j'ai vraiment, même l'école royale militaire. Donc j'ai un peu regardé dans tous les sens, plein de choses. Et en fait, c'est à l'UCL qu'on m'a parlé de l'IEX. Et là, une fois qu'on m'a parlé de l'IEX, du journalisme, une fois que ça a un peu fait sa place dans mon esprit, là, c'est devenu une évidence. Je me dis, ah, mais oui, mais évidemment que c'est ça que je veux faire. Je veux être journaliste. Et donc j'ai commencé mes études, 5 ans d'études. Je suis devenu journaliste dès le lendemain. À ce moment-là, au tout début de tes études, tu suivais l'actu ou pas trop? C'était pas très clair ou comment c'était? Non, même pas tant que ça. C'est ça qui est marrant. Et même pendant mes études, parce que là, je suis de retour à l'IEX en tant qu'enseignant. Je coordonne des ateliers. Et mes étudiants ne lisent pas l'actualité, ce qui me rend un peu fou. Et puis je me souviens qu'en fait, moi non plus, je ne lisais pas l'actualité à l'époque. Donc je suis un peu hypocrite. Tu peux pas leur jeter la pierre. Non, je ne peux pas leur jeter la pierre. Non, donc c'était pas tellement une passion de lire l'actu, c'est plutôt une passion de vouloir raconter le monde en fait. De l'observer aussi. De l'observer, ouais, très certainement. Que tu es quelqu'un oui, par ton métier, forcément, tu es très observateur, mais contemplatif ou ce genre de choses, ou pas trop? Observateur, certainement. Contemplatif, je ne sais pas, parce que c'est une observation qui est toujours très active en fait, et pas passive. On va dans un endroit pour découvrir des histoires, découvrir des gens, découvrir des situations. Et donc on est très actif dans notre observation. On va chercher les choses qu'on veut voir, qu'on veut observer. Dans les questions qu'on va aller poser, je suis très... ouais, c'est une démarche très active finalement. Donc contemplatif, je crois pas. Quand tu dis ça, on parle déjà un peu du processus créatif finalement d'un travail journalistique que tu fais. Tu viens de dire, tu prépares les choses, tu espères trouver des choses. Comment tu idéalises un peu avant d'aller sur le terrain ou pas du tout? Tu dis tiens, ça va se passer comme ceci, comme cela, ou tu espères, ou au contraire, ça va pas du tout se passer comme ça et tu vas faire chou blanc? Idéaliser, non, mais parfois, avant d'aller sur le terrain, je vais imaginer. Je vais imaginer ce que je vais pouvoir y trouver. Tu vas faire une projection. Je vais faire une projection. Je vais me dire, tiens, si je vais... je me rappelle la première fois que j'avais été dans la ville de Raqqa, par exemple, en Syrie, qui avait été un bastion du groupe État islamique. La ville avait été quasiment entièrement détruite lors des combats pour reconquérir cette ville. Et je me suis dit, j'ai essayé d'imaginer ce que j'allais y trouver. Et je me suis dit, tiens, pour raconter justement ce bilan humain, le nombre de civils tués par les bombardements de la coalition menée par les États-Unis, tués par l'État islamique, tués pris entre deux feux, pour raconter ce bilan humain catastrophique. Et si je faisais le portrait du médecin légiste de Raqqa, sans savoir que cette personne existait. Je me suis dit, tiens, mais s'il existe, si il ou elle existe, ça pourrait faire un super portrait, il faudrait que je le trouve. Et donc j'ai été à Raqqa, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un médecin légiste qui travaille dans cette ville? Et on m'a répondu oui. Et donc j'ai été le rencontrer, et puis non seulement il existait, mais surtout c'était un super personnage, comme on dit dans la profession. C'est-à-dire qu'il était charismatique, il avait envie de raconter des choses, il avait plein de choses à raconter. C'est un mec qui avait 60 ans, donc il avait aussi tout un background, qui pouvait raconter la guerre contre l'État islamique, mais aussi les dernières décennies, la dictature Assad, etc. Et donc j'avais imaginé ce personnage, et en fait il était encore mieux que ce que j'espérais, et donc j'ai écrit son portrait. Et j'en avais fait un article pour Libération. Donc il faut de l'imagination aussi, il faut parfois presque inventer les choses, et puis on arrive sur le terrain, et puis on découvre si finalement ces choses-là sont vraies ou pas, s'ils existent ou pas, et on fait en fonction, et on rebondit. C'est toujours le terrain qui impose finalement. Il faut être adaptatif. C'est le terrain qui choisit, il faut s'adapter. On va revenir sur le cours de ta biographie. Donc là, on s'était arrêté au moment où tu étais dans les études supérieures de journalisme, ici à Bruxelles.
Tu sais déjà à ce moment-là si tu vas te diriger vers le journalisme de zone de conflit ou pas du tout, tu vas faire entre guillemets les chiens écrasés. Je suis un peu caricatural, mais Non, au moment de mes études, non. Je pense pas tu aux zones rêvais de de quoi guerre. dans tes études? Tu t'imaginais comment plus tard? Je sais pas si j'avais déjà des rêves particuliers précis à ce moment-là. J'étais dans mes études en fait. Donc l'objectif c'était juste de terminer l'année, Le d'avoir diplôme. mon diplôme. Donc je faisais vraiment, j'étais vraiment concentré sur le moment présent. Et parce qu'aussi oui, on n'arrêtait pas de me répéter, y compris certains de mes professeurs qui me disaient il n'y a pas de possibilité d'embauche, il n'y a pas assez de postes, trop de candidats, inscrivez-vous au chômage en sortant de vos études. Donc, je me dis ok, je vais déjà me concentrer sur mes études, me C'est pas concentrer très sur le moment optimiste, hein. présent. Après les études aussi, c'est aussi un moment de. Je crois que les études, au-delà d'apprendre un métier, c'est aussi un moment où on apprend à se connaître aussi, à profiter de sa jeunesse. On n'est pas encore tout à fait un adulte, et il faut encore aussi profiter de la fin de son adolescence. Donc ouais, j'ai pas de grands rêves, même si en même temps, petit à petit, surtout pendant le master, voilà, j'ai décidé de faire des stages de fin d'études au Moyen-Orient, au Liban notamment, à Beyrouth, enfin, un travail de fin d'études en Jordanie, dans un camp pour réfugiés syriens. Donc déjà, j'avais cet attrait pour le Moyen-Orient, déjà j'avais cet attrait pour le reportage. Comment il t'a apparu cet attrait? Le reportage, c'est une évidence parce que c'est un Non, peu pour le. la zone, peut-être tu viens de dire pour le Moyen-Orient, ou Hmm. parce que tu aurais pu choisir, je sais pas moi, du journalisme judiciaire par exemple, qui est Mhm. tout à fait l'opposé de ce que tu fais. Un truc très posé, très calme, dans un lieu très sécurisé. Donc c'est la combinaison de deux choses. C'est un intérêt thématique géographique pour le Moyen-Orient et un intérêt pour l'un des sous-genres du journalisme qui est le journalisme de reportage. Le reportage parce que pour moi c'était ce qu'il y avait de plus intéressant, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer des gens, raconter leur histoire. Le Moyen-Orient, pourquoi? Parce que en fait quand je fais mes études de journalisme entre 2010 et 2015, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les grandes actualités internationales? C'est les printemps arabes, révolution, contre-révolution, guerre civile, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie. Et donc très naturellement, c'est ça qui a attisé ma curiosité en fait. Ce sont ces événements-là, ces grandes actualités-là internationales qui ont un peu bercé mes études alors que je me crée en tant que journaliste. Et donc j'ai eu cette curiosité-là très rapidement. Même si j'aurais aussi peut-être pu aller peut-être plus en Afrique centrale. Je me rappelle aussi d'avoir eu une conférence la rédactrice en chef d'un petit journal indépendant au sud Kivu, au Congo, qui s'appelait le Souverain, qui était venu nous donner une conférence, qui nous avait dit ah ben on cherche des stagiaires, donc n'hésitez pas. Et j'avais postulé, j'avais été pris. Et finalement, c'est mon école qui avait annulé ce stage au sud Kivu pour des raisons de sécurité. Et donc là, je m'étais redirigé vers le Liban, vers Beyrouth. Donc j'aurais pu faire une carrière en Afrique peut-être, au Congo, enfin en RDC. Finalement, le destin en a voulu autrement. Mais c'est quand même plutôt le Moyen-Orient qui m'intéressait. Là, c'est parce que cette rédactrice en chef-là m'avait touché. Son combat pour la liberté de la presse au Kivu m'avait touché. Et donc j'avais envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Mais c'est plutôt quand même le Moyen-Orient qui m'intéressait. Donc c'est vers là que je me suis dirigé. Après tes études ici à Bruxelles, tu as été faire des études, si je ne me trompe pas, à New York, en plus. Pourquoi Oui, ce choix? en fait, j'ai fait des petits trucs en plus à gauche à droite. J'avais notamment été étudier le journalisme narratif aux États-Unis, à Cambridge. Est-ce qu'ils ont une vision très différente de nous, Européens, dans leur approche? Très différente, je pense pas. Non. Non, non. C'est ça qui est bien avec le journalisme, c'est que les bases du journalisme, elles sont universelles. Euh, Après, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du. Il y a peut-être plus de moyens, surtout. C'est plutôt la différence, je la ressens dans les moyens. Les médias anglais, anglo-saxons, américains ont plus de moyens. Et donc, avoir plus de moyens, ça a aussi un impact qualitatif. Ça, c'est une certitude. Mais donc oui, pour en venir à mes études, oui, j'ai fait cette formation au journalisme narratif à Cambridge. J'ai fait une formation au journalisme en zone de guerre à New York. J'ai Donc là, refait. c'était clair. On va en zone de guerre. Oui, mais à ce moment-là, j'avais déjà été en Irak. Ok. Donc c'était pour justement, j'avais fait cette première mission en Irak de 2-3 semaines. Donc je me dis après, ok, j'ai envie d'y retourner, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Mais donc il faut que je sois équipé pour bien le faire. Et donc il me faut une formation
adapté. Et ça a apporté un plus de faire une formation plus académique, alors que tu as déjà fait un séjour sur place? C'était pas ce que j'ai fait à New York, c'était pas une formation académique, c'était une formation au contraire très concrète, apporter les soins de premier secours, euh, les- l'évaluation de risque. C'était des témoignages de journalistes qui ont une grande expérience en zone de guerre. Il y avait des mises en situation où on était dans le noir, il y avait des bruits d'explosion et il fallait vérifier que si la personne blessée, où est-ce qu'elle était blessée, est-ce qu'il fallait lui faire un garrot ou un bandage, etc. Donc c'était pas du tout académique, c'était très pratique justement. Vraiment un entraînement presque militaire en fait. Ouais, un entraînement presque militaire, tout à fait. Ouais. Ok, ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi le faire après et C'est ça. pas avant. Ça prend tout son sens. Euh, mais on va faire une petite ellipse dans le temps. Tu vas pour la première fois quand et où? Tu as fini tes études, tu reçois enfin ce diplôme dont on vient de parler. Qu'est-ce que tu fais? Avant même de recevoir mon diplôme, j'ai été en Irak en fait. Parce que je voulais aller en Irak, j'ai décidé de rendre mon mémoire de fin d'études en troisième session en septembre-octobre. Et donc j'ai été en Irak dès la fin de mon stage au Liban en fait. Du Liban, je termine mon stage en mai-juin 2015. Et de là, je prends un avion pour Erbil, au nord de l'Irak. Et je fais un premier terrain de 2-3 semaines où je fais plein de reportages en binôme avec un photographe français. De là, je reviens en Belgique pour terminer mon mémoire de fin d'études. Et je fais cette formation à New York. Je profite d'être à New York pour aussi couvrir les élections américaines. À ce moment-là, on est pleine primaire républicaine, où on pensait encore que Trump était un clown et qu'il ne gagnerait jamais. On pense toujours qu'il est un clown, mais il a gagné. 2 fois. 2 fois. Et donc je reste 1 mois, 2 mois aux États-Unis, je fais cette formation, je fais des piges, je couvre les primaires républicaines. Et puis je retourne en Irak, 1 fois, 2 fois, et finalement je m'y installe et je deviens correspondant en Irak pendant la guerre contre Daesh. Ce qui est impressionnant, c'est que tu le dis, presque ça s'est fait en mode automatique. Mais quand tu as pris ces décisions d'aller une première fois en Irak, c'est comme une décision lourde de sens, il faut la préparer. Comment on se prépare à dire demain je vais en Irak, alors qu'à l'époque c'était une zone de conflit, on était encore dans un conflit, pratiquement. Comment ça se fait? Tu ne peux pas prendre un avion et directement direction Irak? Si, Si? c'est exactement ce que j'ai fait. Et comme ça, Depuis, tu t'es décidé un après-midi ou enfin, j'ai du mal à avoir l'état d'esprit, tu vois. En fait, à ce moment-là, je suis à Beyrouth. Mon stage de fin d'études touche à sa fin. Dans le cadre de mon stage, j'ai fait une immersion d'un week-end d'un week-end de 2 jours avec les casques bleus français au sud Liban, dans la zone tampon Israël-Liban, avec un photographe français que j'avais rencontré par hasard dans une auberge de jeunesse beyroutine. Et donc on fait ce reportage ensemble pendant 2 jours. On a envie de continuer à travailler ensemble. Mon stage touche à sa fin. Qu'est-ce qui se passe dans la région? C'est la guerre contre Daesh. Je suis à 1h30 de vol d'Erbil. Pour aller dans la région kurde irakienne, le Kurdistan irakien, il ne faut pas de visa. L'avion coûte pas cher. En fait, c'est la guerre, mais la région kurde est relativement épargnée par les combats. En tout cas, la zone kurde partage 1000 km de ligne de front avec l'État islamique, mais à l'intérieur de ces territoires, en fait, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de combat. Donc il y a moyen de travailler auprès des civils, auprès des déplacés, des réfugiés, sans se mettre en danger de mort. Et donc je me dis, ok, on le fait en fait. Surtout que je me sens accompagné par ce photographe français qui a d'expérience à ce moment-là. Qui a pas beaucoup plus beaucoup plus d'expérience que moi. Vous étiez un peu mais en tout cas, mais justement, finalement, de se dire, ok, on y va à deux, on se donne du courage l'un l'autre. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait 2-3. Donc en fait, pas dans une démarche de tête brûlée en fait. On a bien préparé ça, passé plein de coups de fil avant d'arriver sur place pour organiser des rendez-vous, faire des recherches. Et une fois sur place, on ne s'est pas du tout approché des lignes de front en fait. Justement, tu dis passer plein de coups de fil. Comment on prépare? C'est pour trouver des fixeurs, pour trouver des habitants, des locaux qui peuvent vous accueillir, qui peuvent vous renseigner? Comment ça se passe? Oui, un peu tout ça. C'est trouver un traducteur, parce que je parle ni l'arabe ni le kurde. J'ai un peu appris l'arabe depuis, mais à ce moment-là, je ne le maîtrise pas du tout. Trouver quelles histoires on a envie de raconter en fait. Il ne s'agit pas d'arriver sur place et juste de dire je vais raconter la guerre. C'est pas un sujet en soi, la guerre, c'est pas un angle. On veut raconter des histoires précises finalement. Un angle éditorial. Un angle, ouais. Donc
Donc, il faut réfléchir à ça, il faut un peu se creuser les méninges. On en revient sur l'imagination aussi. Imaginer qu'est-ce qu'on pourrait y trouver, les histoires qu'on aurait envie de raconter. Et ensuite, se confronter à la réalité du terrain. Donc, il y a tout un travail en amont de préparation, en fait, de recherche, de prise de rendez-vous. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que tu imagines en général et la réalité? De moins en moins, parce que je connais mes terrains. Mais au début? L'Irak, ça fait 10 ans que j'y vais. L'Ukraine, j'ai été 6 ou 7 fois. Israël-Palestine, j'y ai habité, j'y retourne régulièrement. Donc, je connais suffisamment mes terrains pour savoir ce que je vais y trouver. Au début, oui, au début, fatalement, tout est neuf, tout était une première fois. Mais voilà, j'ai une capacité d'adaptation, de curiosité. Et donc, on se laisse guider aussi par le terrain. Quand vous arrivez sur place comme ça, tous les deux, avec le photographe français, vous faites quoi? Les premières choses que vous faites? Première chose qu'on fait, c'est d'aller au rendez-vous qu'on avait déjà fixé avant par téléphone. Parce qu'en fait, on avait bien préparé ça. On n'a pas fait du tourisme de guerre. On n'a pas débarqué en disant on va faire des photos, écrire des choses. Et non, on avait des angles, pris des rendez-vous. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est. Moi, je suis arrivé de nuit, donc la première chose que j'ai fait, c'est de dormir, aller à l'hôtel. Et dès le lendemain matin, 9 h, on avait rendez-vous, on a commencé le taf. Donc, on a fait ça de manière assez sérieuse, en fait. Même si j'avais que 22 ans, même si j'avais pas vraiment encore d'expérience au-delà de stage. En fait, on a fait ça de manière sérieuse. Et donc, heureusement, parce que je pense que si on avait improvisé ça sur le moment même, on se serait sans doute un peu planté. Et si on s'était un peu planté, sans doute que ça m'aurait découragé d'y retourner, peut-être. Mais comme là, on avait fait les choses sérieusement, comme des professionnels, qu'on n'était pas encore, mais on a prétendu qu'on était des professionnels. Et finalement, on a fait de chouettes histoires qu'on a réussi à vendre à des médias en anglais, en français. Et donc, ça m'a donné envie d'y retourner et de finalement m'y installer. À l'époque où tu l'as fait, tu n'avais aucune commande. Tu as fait ça en prémisse d'une potentielle commande C'est pour un ça. média. C'est ça. Parce que en fait, je connais personne, personne ne me connaît, et donc je pars pas avec des commandes, mais j'ai cet espoir que voilà, on va réussir à bien faire le taf et qu'on arrivera à vendre. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a pu vendre, on avait quand même vendu, je crois, 7 ou 8 reportages en 3 semaines de travail, donc c'était quand même pas mal. On a C'est bien travaillé. conséquent, effectivement. Ouais. Mhm. Et ça appelle une autre question. Comment les contacts se font au tout début avec les rédactions? Parce que maintenant, tu travailles avec des grandes rédactions internationales, mais à l'époque, tu n'es personne. Mm. Et il faut se faire un nom. Comment on se fait un nom? Comment on se fait un nom? Avec son travail, tout simplement, finalement. En travaillant bon, beaucoup et le mieux possible. Il faut qu'il soit bon, ce travail. Il faut qu'il soit bon. Au début, mon travail n'était pas forcément excellent, ce qui est normal finalement, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Mais au moment, il n'était pas mauvais. Donc, il n'était pas excellent, mais il n'était pas mauvais, donc suffisamment bon pour qu'on me redonne ma chance. Et qu'après m'avoir donné une première commande, on m'en donne une seconde, et puis une troisième, et puis finalement, qu'on me donne l'opportunité de progresser et de devenir un bon journaliste. Ce que je n'étais pas dès le début, évidemment. C'est quelque chose qui arrive encore dans les rédactions qui sont pour la plupart en crise économique, où on donne encore sa chance à des jeunes premiers. J'espère. Mais à l'époque où toi tu l'as fait, ce qui n'est pas si vieil, en soi on parle de quoi? Il y a 10 ans, ouais. 10 ans, donc c'est pas vieux, il y a longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Bah alors oui, effectivement, on donne sa chance à des jeunes, puisque moi on m'a donné ma chance. Après, je suis pas complètement naïf non plus. On m'a donné ma chance peut-être aussi parce que je correspondais un peu à certains stéréotypes. Peut-être que si j'avais été une femme de 22 ans plutôt qu'un homme de 22 ans, peut-être qu'on m'aurait moins pris au sérieux. Et on se serait dit, mais c'est qui cette folle qui se met en danger? Peut-être que si j'avais eu des origines arabes ou maghrébines, on m'aurait dit, ah, mais il couvre le Moyen-Orient alors qu'il est arabe, peut-être qu'il est biaisé, peut-être qu'on m'aurait pas donné le même crédit. Peut-être que si j'avais pas eu des parents de classe moyenne supérieure, et ben ils m'auraient pas pu me prêter de l'argent pour partir sur place et me payer les billets d'avion, et me payer l'hôtel, et me payer le traducteur. Si j'avais pas eu des parents capables de me prêter de l'argent, j'aurais pas pu partir sur place. Et si je n'étais pas parti sur place, eh ben j'aurais pas pu commencer ma carrière. Donc disons que j'ai eu pas mal de... Au-delà de me donner ma chance, disons que je partais déjà avec une petite longueur d'avance par rapport à d'autres. Il fallait être Tintin, en fait. Il fallait être Tintin, ouais. Il fallait être un jeune blanc homme belge qui vit dans un château. Ah, bah écoute, si tu vis dans un château, tant mieux. Mais non, mais plus sérieusement. Mais c'est vrai que c'est quand même...
tu as dit tout à l'heure, tu as hésité à être entrepreneur à un moment, et c'est un travail d'entrepreneur d'emprunter de l'argent pour créer un reportage que tu n'es pas sûr de vendre dans une zone où tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir faire quelque chose. C'est un risque entrepreneurial aussi finalement. Au-delà Oui, de mais l'aspect qui était pas massif, puisque c'était pas mon argent, c'était l'argent de mes parents. Hmm. Donc le risque, pas vraiment en fait. C'est pas moi qui le portais, ce risque. Ça coûte cher de faire ce genre de voyage. Ce premier voyage en Irak, il m'avait coûté, je pense, 1000 $. En tout cas, c'est ce que m'avaient prêté mes parents. Et il me semble que j'avais dû tout dépenser, donc voilà. 3 semaines en Irak, 1000 $. Ce qui peut Qu'est-ce être qui coûte de l'argent dans Ce qui ce genre coûte de voyage? l'argent, c'est l'hôtel, le transport, la nourriture, le traducteur, l'avion. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et ce qui n'est rien en fait, 1000 $ dans une zone de guerre. Il y a des rédactions qui dépensent 1000 $ par jour au minimum. Donc le fait que j'ai pu me débrouiller avec 1000 $ en 3 semaines, c'est presque insensé. Mais parce qu'on dormait dans l'hôtel le moins cher de la ville, parce que le traducteur qu'on avait trouvé, ben, lui aussi c'était un débutant, il avait 17 ans, moi j'en avais 22. Et qu'en fait on le payait en burger et en nuit d'hôtel. Parce que finalement nous on n'a pas gagné d'argent, je crois que j'ai un peu perdu d'argent sur cette première mission. Donc on avait trouvé un petit débutant qui n'avait jamais travaillé, qui s'était formé grâce à nous et nous grâce à lui. On mangeait des sandwichs qui coûtaient 30 centimes et on dormait dans un hôtel qui coûtait 5 €. C'est comme ça qu'on a fait. Tu l'as vendu à qui ce premier reportage? Mes premiers papiers, je les ai vendus à un média anglo-saxon qui s'appelle Al Monitor, spécialisé sur le Moyen-Orient. J'ai vendu à un média qui n'existe plus, qui s'appelait le 4 heures, qui est un petit pure player français. Un autre pure player français qui n'existe plus, qui s'appelait Ichberg, je crois. Un média kurde anglo-saxon de langue anglaise qui s'appelait Rudo, qui celui-là existe encore. À qui d'autre on avait vendu des papiers? Je crois que c'est tout. Donc des petits médias à gauche à droite qui ont bien voulu de nous et qui nous ont fait confiance. Et à l'époque, tu as déjà essayé de proposer ça aux grands médias de Monde, Libération, enfin ceux Ouais, qui je crois qu'on avait pitché à Paris Match et ça n'a pas marché. ils nous ont pas répondu. Quand c'est comme ça, quand tu vois un grand média, j'imagine que tu rêvais d'être dans Paris Match à l'époque, Paris Match France. Comment tu vis le truc? Tu te dis tout ça pour ça? Ah non, mais j'étais hyper content de cette première mission. J'ai vendu à des médias qui n'étaient pas des grands médias, qui étaient des trucs pas très connus, mais c'était pas grave. J'avais fait une mission en Irak, j'avais réussi à faire de reportages dont j'étais fier, j'avais réussi à les vendre. J'étais sur un petit nuage, hein. Pas du tout déçu. Et après ce nuage, la suite? La suite, ben, c'est de retourner en Irak et finalement de m'y installer. Et là, j'ai commencé à travailler pour de grands médias, pour l'AFP, pour Libération, je crois, pour France Inter, pour la RTBF. Oui, donc ça prend une toute autre dimension, mais c'est aussi un choix assez important, game changer dans ta vie. Tu vas t'installer sur place, tu vas y vivre, tu deviens presque un citoyen local. Tu n'es plus le mec qui vient en avion pendant 2-3 jours. C'est une toute autre approche. Oui, après on reste des expats, hein, on ne devient pas pour autant des locaux. On reste un peu dans une petite bulle, même si on essaie de la percer le plus possible, cette bulle d'expats. Mais par contre, oui, je suis devenu un vrai correspondant. Je vis sur place, je ne couvre que ce terrain-là. Je ne couvre que la guerre contre Daesh, pas forcément sur le front, même si je faisais beaucoup de front, mais aussi toutes les conséquences sur les civils, dans les cimetières, dans les hôpitaux, dans les salons des familles, des maisons, etc. Mais oui, c'est effectivement très différent. On est plus sur du one-shot où on passe 2-3 semaines sur un terrain, on y vit et donc on développe des compétences, une expertise, on progresse et on fait un meilleur travail au fil des mois et des années. Comment les choses se mettent en place? Donc tu arrives là-bas, tu trouves un appartement, j'imagine, et tu dois créer tout un réseau. Un réseau, c'est quoi? C'est des politiciens, c'est des militaires? Qui sont ces personnes qui vont te permettre d'accéder à l'information et aux zones conflictuelles? Effectivement, d'abord il faut trouver où vivre et donc je m'installe en colocation avec d'autres journalistes, français, belges, irakiens, arabes, kurdes, et on trouve une grande maison de 6 chambres et on vit tous ensemble en colocation. De là, on s'entraide beaucoup, on part ensemble sur le terrain, on s'échange des contacts. Et effectivement, il faut développer son réseau. Donc
On va boire des verres et des cafés avec des généraux, avec des politiciens, avec des leaders religieux, avec des leaders politiques, avec des simples gens aussi. Oui, c'est ça le travail, développer son réseau, bien s'entourer, parce que c'est un travail qui, en fait, en tant qu'indépendant, on n'a pas le soutien d'une grande rédaction, parce qu'on bosse avec plein de rédactions et pour eux, on est juste un contributeur occasionnel. Donc on est assez isolé et donc sur le terrain, finalement, on décide un peu de recréer notre petite rédaction dans notre salon avec d'autres journalistes. Raconte la forme avec le fond. Tu viens de le dire, tu dois créer un réseau avec les locaux. Est-ce qu'ils ne sont pas parfois un peu méfiants de voir un type arriver comme ça qui commence à poser des questions, prendre des photos, prendre des vidéos, qui a un micro? Eux, ils sont en guerre, ils sont dans une situation totalement différente de la tienne. Comment on va vers eux? Comment on les approche? C'est marrant, mais j'ai souvent été bien accueilli. Rarement avec de la méfiance. C'est arrivé, hein, évidemment, ça fait partie du jeu, mais en fait, je pense que les gens sont touchés qu'on s'intéresse à eux. Parce qu'on est dans des zones de guerre. Et si je vais chercher ces gens-là, c'est a priori parce qu'il leur est arrivé quelque chose de grave. Et donc le fait qu'on s'intéresse à eux au pire moment de leur vie, je pense qu'en général, ça les touche. Et donc ils sont prêts à répondre aux questions. Ça, c'est la majorité de mon expérience, je pense. Après, évidemment, parfois on est très mal accueillis, les gens ne veulent pas nous parler, et c'est leur droit, et c'est pas grave, on va toquer à notre porte. Mais en fait, je me laisse toujours une marge de manœuvre. C'est rare que j'ai absolument envie de parler à cette personne, et uniquement à cette personne, et rien qu'à cette personne. Il y a toujours d'autres personnes qui ont des histoires à raconter. Donc si une personne me dit non, c'est pas grave, c'est son droit. Je peux aller toquer chez le voisin, et le voisin me dira sans doute oui. Donc j'ai toujours aussi cette flexibilité-là. Il faut avoir de la flexibilité, pardon. De toute façon, dans ces zones-là, dans ces moments-là, ça fait partie du métier. Tu te décourages pas quand quelqu'un te dit non, ou pas envie, ou te houspille un petit peu? Tu me dis, bah non, je vais toquer chez le voisin. Non, je me décourage pas. Que les gens disent non, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment c'est le moindre de mes soucis. Hein. Parfois, les gens essaient de me tuer, donc quand on me dit non, c'est pas vraiment un gros problème. Non, et puis si je sens que les gens sont... Parfois ils disent oui, mais je sens que je prends un peu trop de leur temps, qu'ils me répondent à moitié, bah alors je préfère les laisser aller voir quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, pour raconter une bonne histoire, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin d'avoir beaucoup de détails. C'est comme ça qu'on raconte de bonnes histoires aussi, c'est avec un niveau de détail assez élevé. Et donc j'ai besoin de gens qui sont prêts à jouer le jeu, et c'est presque une sorte de partenariat aussi. Eux, moi je pose beaucoup de questions, et eux, ils répondent plein de choses, et ils me font confiance, et voilà, on crée quelque chose ensemble. C'est presque de l'ordre de la co-création, en fait, l'interview. Et donc, écrire un reportage. Donc, je suis pas... les gens qui me répondent à moitié et que je sens que je les embête un peu, c'est pas grave, c'est leur droit, et je préfère aller voir ailleurs. C'est comme ça, tu les enregistres ou tu prends juste des notes? Comment en général, j'essaye de faire et de la presse écrite et de la radio. C'est pas systématique, mais en fait, comme la presse écrite, c'est très mal payé, et ben, j'essaye de faire en plus de la radio, comme ça je suis payé 2 fois. Donc souvent j'enregistre. Si je fais que de la presse écrite, je m'emmerde pas à enregistrer pour ensuite, non, je prends des notes sur le moment même. Parce que parfois aussi le micro, ça peut être un peu impressionnant. Alors que juste prendre des notes, il y a quelque chose de beaucoup plus peut-être apaisant pour les gens. Donc je préfère... et parfois je prends même pas de notes pour qu'on soit vraiment dans la conversation. Je prends des notes mentales, et parfois je vais vite aux toilettes. C'est cet écrivain américain qui faisait ça. J'ai oublié son nom, je me demande si c'était pas Guettales, qui prenait jamais notes, et puis qui courait aux toilettes pour prendre note. Parfois je fais ça aussi, je cours aux toilettes et je prends note sur mon téléphone. Pas parce que j'essaie de tromper les gens, c'est une interview, je suis très clair que je suis journaliste et que je les interviewe et que je vais utiliser ce qu'ils me racontent. Mais parfois, je préfère qu'on reste vraiment dans une conversation pour les mettre à l'aise. Mais la majorité, 9 fois sur 10, j'ai mon carnet de notes, voire mon micro. Tu les installes en fait dans une espèce de zone de confort. Oui, c'est important de créer ce lien de confiance. Et donc, oui, qu'ils se sentent à l'aise, c'est important. Tu le disais précédemment, tu étais avec d'autres en colocation, photographes, autres journalistes de différentes nationalités.
Est-ce qu'il y a une vraie entraide en fait quand on est dans un terrain aussi hostile que celui-là? Ou au Ouais. contraire, c'est chacun pour soi et... Moi, mon expérience a toujours été beaucoup d'entraide. Où, comme on vivait ensemble, donc on était colocs, collègues et amis. Et donc, oui, on s'entraidait parce qu'en fait, chacun avait suffisamment de médias, parce que tout le monde était intéressé. C'était la guerre contre Daesh, ça intéressait tout le monde. Et donc, tout le monde, chacun d'entre nous bossait pour 3, 4, 5, 6, 10 médias. Et donc, on n'avait pas besoin d'être dans la compétition parce qu'on mangeait notre faim, entre guillemets. Et donc, on était dans l'entraide. On allait sur le terrain ensemble pour partager les coûts de la location d'une voiture, le coût d'un fixeur, d'un traducteur, s'échanger des contacts. Et parfois même, finalement, faire le même sujet, mais on l'écrivait de manière différente. Et puis voilà, c'est pas grave de travailler sur les mêmes choses. Chacun l'écrit à sa manière et pour son propre média. Et donc on était beaucoup dans l'entraide. Mais c'est vrai que j'ai croisé des collègues au fil des années qui m'expliquaient que eux, c'était pas leur expérience. Que là où ils habitaient, avec les autres correspondants, et ben, il y avait plus justement de la compétition que de l'entraide. Donc peut-être que j'ai eu de la chance, je sais pas. Vous étiez tous indépendants? On était tous indépendants, ouais. Donc raison de plus de céder, parce qu'on était tous un peu dans la merde, tous un peu précarisés. Et donc raison de plus pour s'entraider, tout simplement. Ou peut-être aussi par aspect générationnel? Vous avez tous le même âge ou pas du tout? On avait tous à peu près le même âge, ouais. Ce qui facilitait aussi le fait de développer une amitié. Et donc parce qu'on était amis, fatalement on avait envie de s'aider, s'entraider dans le métier aussi. Tu vas de plus en plus loin à ce moment-là dans la guerre, donc de plus en plus proche des zones dangereuses. Comment la graduation se met en place? Au début, tu dis j'interviewe des civils, j'interviewe le médecin légiste, mais on se rapproche de la ligne de front, de là où ça tape, de là où on meurt. Comment ça se met en place? Il faut savoir qu'entre le premier moment où j'arrive en Irak à l'été 2015 et le premier moment où je vais vraiment en reportage sur une ligne de front active durant une offensive militaire, il se passe presque 1 an. Et donc j'ai été de manière très graduelle. D'abord, pas de ligne de front du tout. Et puis une ligne de front, mais pas active, au moment où il n'y avait pas d'offensive. Et puis une ligne de front active, mais une fois que l'offensive était terminée, juste après l'offensive. Puis pour finalement arriver à une ligne de front active au moment d'une offensive militaire, où je suis embed, comme on dit, avec les soldats, les combattants kurdes, arabes, irakiens. Et où là, effectivement, il y a une mise en danger qui est beaucoup plus forte. Mais j'ai pris mon temps, j'ai jamais été une tête brûlée, en fait. En fait, il y a tellement de choses intéressantes à raconter qui n'est pas de l'ordre du combat, de l'échange de tirs, tellement de choses à raconter à l'arrière, avec les civils, dans les écoles, les mosquées, les synagogues, les hôpitaux, les cimetières. Tellement de choses à raconter dans ces endroits-là, dans les camps de réfugiés, les camps de déplacés, que finalement le front, en fait, ça se raconte pas très bien non plus, le boom-boom. Des gens qui se tirent dessus, je peux en faire 2 paragraphes, ça fait un peu de couleur, ça met un peu de peps, c'est dynamique. Et ensuite quoi, ça fait pas une très bonne histoire, hein. Donc j'avais pas cette obsession de la ligne de front. Des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires, finalement. Ouais, c'est peut-être ça la meilleure matière journalistique. Ouais. C'est en fait, c'est un métier qui est paradoxalement assez facile, le journalisme en zone de guerre. Parce qu'il y a plein d'aspects qui sont difficiles, évidemment. Parce qu'on prend des risques, parce que la logistique est compliquée. Parfois, on ne sait même pas comment arriver dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'avions, où les frontières sont fermées, il faut passer les frontières clandestinement, de nuit. Et ça, comment tu fais, par exemple? Tu as déjà fait, j'imagine, mais comment ça se passe? C'est un peu une opération commando, finalement? Ça dépend. Chaque zone est différente. Il n'y a pas de règle. Chaque zone est différente. Tu as des personnes sur place qui t'aident à passer dans un endroit discret ou... Parfois, c'est plus facile que ça. Même si on passe la frontière clandestinement, en fait, il y a toujours une milice qui contrôle. Et donc, on a prévu que la milice de rentrer. Et donc, on monte même notre passeport. C'est pas toujours comme dans les films, hein. Parfois, on prend un thé avec le milicien qui nous fait passer et qui nous donne même une accréditation. Donc, on rentre clandestinement, mais ça a
ça a l'air d'être très officiel. Et comment ils sont d'accord comme ça tout de suite? Tu es Parce... très convaincant ou... Non, mais parce qu'ils accueillent les journalistes. Les gens ont souvent tendance à voir l'intérêt d'avoir des journalistes pour documenter ce qui se passe dans une zone de guerre. Tous les groupes armés en présence, enfin pas forcément tous, mais ils comprennent que on est là pour raconter des histoires et que peut-être ces histoires, si une milice est en guerre contre le gouvernement central et qu'ils sont bombardés, et ben que des journalistes viennent pour montrer les morts, les tués de ces bombardements, ça les intéresse. Et donc évidemment qu'ils facilitent notre arrivée, notre passage. Ça, c'est dans le cadre où c'est dans leur intérêt. Et admettons que ça ne soit pas dans leur intérêt, qu'ils n'ont pas envie de montrer ce qui se passe. Ce qui doit arriver aussi, j'imagine. Où ils sont plutôt du côté des agresseurs, on peut dire comme ça. Là, c'est un peu plus difficile de négocier avec eux. Oui, mais parfois c'est même impossible. Toutes les zones en Syrie qui étaient sous le contrôle de Bachar el-Assad, j'y avais pas accès. Parce que c'est pas des zones où on pouvait entrer illégalement. Et si on le faisait, c'était la certitude d'être arrêté à un checkpoint et de disparaître dans les geôles du régime Assad. Donc je n'ai pas fait les zones contrôlées par Assad quand il était encore au pouvoir. Là, tu t'es dit, c'est trop, c'est mon point de limite, je vais pas risquer ça. Bah, c'était juste impossible, donc la question ne se posait pas. Il y avait, soit on arrivait à négocier un visa en se faisant passer pour un humanitaire via une ONG, etc. Donc ça c'était possible, certains journalistes l'ont fait. Soit on était un journaliste considéré comme ami du régime, donc en gros des propagandistes, qui étaient des négationnistes, qui niaient les attaques chimiques par exemple. Si on a un propagandiste qui nie les attaques chimiques du régime contre les civils, là on était accueillis avec bras ouverts évidemment. Sauf que je ne suis pas un propagandiste, je suis un journaliste. Donc il n'était pas possible d'obtenir pour moi un visa, et d'entrer illégalement, ce n'était pas possible non plus, parce que c'était la certitude à 100% d'être arrêté et de disparaître. Donc c'était même pas une question. Donc la question ne se pose même pas en fait. Si on parle d'une mort certaine ou d'un kidnapping certain, la question ne se pose même pas. Tu as déjà été arrêté? J'ai déjà été détenu, je n'ai pas été arrêté. Comment ça se passe? C'était un contrôle ou quel était le contexte? Quand est-ce que j'ai été détenu? J'ai été détenu en Irak par des milices chiites, dans une zone sunnite où elles avaient pris le contrôle, où elles étaient en train d'opérer un mini nettoyage ethnique, donc des violences plutôt d'ordre sectaire. Et une collègue et moi avaient filmé une mosquée sunnite où des miliciens chiites avaient mis leur propre drapeau. Et donc ils ont vu ça et ils ont pété un câble et ils nous ont pris dans une voiture, ils nous ont forcés, ils nous ont emmenés dans un bureau, ils nous ont interrogés. Puis voilà, finalement ils nous ont relâchés. Donc rien de très dramatique. Et là, tu le dis par après avec beaucoup de détachement, mais pendant, on a quand même un peu la trouille, non? Non, j'avais la trouille pour mon fixeur qui était kurde. Et aussi des miliciens chiites, quoi. Non, je pense pas que... Au bout d'un moment, on sent les choses aussi, et on sait si on est en danger de mort ou pas. Ça jamais avec certitude, mais là je sentais que ça allait bien se passer. J'ai plus peur pour mon fixeur qui lui était un local, qui était un kurde, et il lui parlait très mal, il était menaçant envers lui, heureusement pas physiquement. Et donc j'avais plus peur pour lui. Moi je savais que ça allait aller, ils allaient pas nous faire disparaître. C'était pas le... Peut-être que si j'avais été un journaliste débutant et que c'est la première fois que j'arrive en Irak, peut-être que j'aurais été terrorisé, mais à ce moment-là j'avais déjà des années d'expérience, donc je savais qu'il se passerait rien. Qu'est-ce qui peut se passer? De la prison? Une expulsion? Souvent plutôt une expulsion. Je pense que mon plus grand risque en tant que journaliste, le plus grand risque dans le sens le plus plausible, c'est de ne plus avoir accès à un territoire. Parce que expulsion, parce que pas de visa, parce que pas d'accréditation ou retrait de l'accréditation. Ça, c'est le risque le plus courant. Et l'un des plus graves, parce que si j'ai plus accès au terrain, je ne peux plus faire mon travail. Après, oui, il y a aussi le danger de mort. On peut se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, se prendre une balle, mourir dans une explosion. Ce risque-là, il existe aussi, mais en fait, il est vraiment minime. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne plus avoir accès au terrain. Quand tu dis il est minime, risque maximal, parce que tu fais très attention, parce que tu es équipé, tu as quoi? Tu as un gilet pare-balles, tu as un casque, tu as... Un peu tout ça, parce que je me rends rarement vraiment en ligne de front. En fait, la zone de combat active, ça représente
10 à 20% de mon travail de terrain. Donc c'est quand même pas grand-chose, parce que je suis équipé, j'ai mon matériel de protection, parce que je suis formé, je sais évaluer les risques, je sais garder mon sang-froid. Enfin, ça, c'est pas tant de l'ordre de la formation que de l'ordre de l'expérience, en fait. Mais je suis aussi formé, c'est-à-dire formé aux soins de premier secours, et j'essaie de travailler avec des gens qui, eux aussi, sont formés aux gestes de premier secours. Et, euh, et je sais où je mets les pieds, je sais bien m'entourer. Enfin, en tout cas, je fais moins d'erreurs qu'avant, parce que j'ai plus d'expérience qu'avant. Donc je travaille. Ouais, en fait, je suis un professionnel de l'information en zone hostile. Tu as dit tout à l'heure que c'était un métier facile. C'est de la provoque? Non, c'est pas de la provoque. Je sais que ça peut paraître étrange, et il y a sur plein d'aspects, c'est un métier très difficile, parce que c'est un métier dangereux, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail, d'endurance, et parce que la logistique peut être compliquée parfois. Il faut rentrer parfois dans des pays clandestinement. Faut arriver à être accepté par des gens qui ne veulent pas de nous. Il faut réussir à raconter des histoires extrêmement complexes. Donc, évidemment, c'est un métier difficile, et en même temps, c'est un métier très facile, parce qu'en zone de guerre, tout est intéressant, tout est extraordinaire. Et parfois, on a juste à se baisser et à ramasser les histoires. Et ça, c'est facile. Je crois que c'est plus difficile parfois de faire du journalisme en Belgique. Il faut beaucoup plus se creuser les méninges pour raconter des histoires fortes. Moi, en fait, j'écris pas des histoires fortes. Je rencontre des gens dans des situations qui sont des gens et des situations extraordinaires. Ou, comme tu le disais tout à l'heure, des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Et donc, en fait, j'ai juste à décrire ce que je vois, et je vais écrire. Et du coup, mon papier va être extraordinaire. Mais c'est pas moi qui fait un travail extraordinaire. C'est la situation qui est extraordinaire. Et donc ça c'est facile. Je pense que si demain je devais faire du journalisme en Europe, j'aurais beaucoup plus de mal. Je trouverais ça plus difficile. Raconte la forme avec le fond. Même si la déontologie journalistique te l'interdit, au fond, tu as parfois déjà eu envie de prendre parti, d'une façon ou d'une autre, d'aider sur place ou aussi dans l'écriture, même si normalement c'est interdit. Mais devant tant peut-être d'injustice, Je pense, je sais pas si ça m'est vraiment interdit de prendre parti. Dans le sens où, oui, normalement, la neutralité, l'objectivité journalistique nous interdirait de prendre parti. Mais je suis pas sûr que je me sente très concerné par ça. Parce que je pense que le travail de reporter sur le terrain est un exercice forcément subjectif. Parce que d'aller choisir de rencontrer telle personne dans telle situation pour raconter telle histoire, le choix d'un angle, c'est un acte subjectif. Puisque on fait le choix de raconter une histoire et pas une autre, d'aller rencontrer telle personne et pas telle autre personne. Et parce que aussi, je crois que c'est pas grave de prendre parti tant qu'on respecte, sans dépasser certaines lignes rouges. On peut être engagé sans être militant. On peut prendre parti tout en restant honnête. Évidemment que quand je vais en Ukraine, je prends le parti des Ukrainiens. Je ne peux pas créer de fausses équivalences entre l'agresseur et l'agressé. Ou si on parle de la Palestine, je ne peux pas créer de fausses équivalences entre l'occupant et l'occupé. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Et donc ça ne me dérange pas de prendre parti tant que je reste honnête. Et cette honnêteté, pour parler de manière concrète, elle prend la forme des critiques de l'autorité palestinienne, des chancelleries occidentales, évidemment du Hamas, sans créer de fausses équivalences, sans dire qu'être occupant et occupé, c'est la même chose, qu'être colon et colonisé, c'est la même chose, qu'être génocidaire et génocidé, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et donc il faut être honnête. Et surtout, il faut être empathique de tous. Et donc même si j'ai un parti pris, même si j'ai des convictions, je ne m'interdis pas, je ne m'enferme pas dans un récit. Je fais l'effort intellectuel et l'effort d'empathie d'aller parler à tout le monde. Et de passer des mois, comme j'ai pu le faire, à raconter le sort de civils israéliens, kidnappés, tués, massacrés, blessés. Ça, c'est important, ça c'est nécessaire. Donc prendre parti, oui, mais pas d'avoir une empathie sélective. Ça serait une grave erreur, je pense.
mais de prendre parti dans le sens de garder une certaine clarté morale. Et ça aussi, je pense que c'est une compétence. C'est un grand mot, ça, clarté morale. Mais en fait, non, je pense que ça fait partie vraiment de nos compétences de journaliste, de reporter en terrain de guerre. C'est de faire preuve de clarté morale. Ça, je crois que c'est très important. Ça doit être un apprentissage difficile, obtenir cette clarté morale. Ça s'apprend à force d'expérience, ça s'apprend à force de s'intéresser au droit international. Je pense que quand on est reporter en zone de guerre, je pense que le droit international est une très bonne boussole. Finalement, qu'est-ce qu'un crime de guerre, qu'est-ce que ne l'est pas. Quand je suis en Ukraine, évidemment que je prends le parti des Ukrainiens. Je ne vais pas me retrouver à défendre l'agression russe, ça n'a pas de sens. L'agression russe est un crime, je ne vais pas me retrouver à défendre des crimes. Ce serait quand même le comble. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique de l'armée ukrainienne. Ça ne m'a pas empêché de faire un reportage sur des crimes de guerre ukrainiens, sur l'armée ukrainienne qui utilisait des armes interdites, c'est-à-dire des mines antipersonnelles, qui avaient blessé des enfants ukrainiens. Et donc j'étais à la rencontre de ces enfants ukrainiens pour raconter qu'ils avaient été blessés par leur propre armée en violation du droit international. Donc c'est ça en fait ce que je veux dire, par faire preuve de clarté morale. On ne crée pas de fausses équivalences entre agresseurs et agressés, mais on n'offre pas un blanc-seing ni aux Ukrainiens, ni aux Palestiniens, ni à personne. On reste critique, on reste juste et on reste empathique. Est-ce que tu as des anecdotes, peut-être de moments plus heureux dans ces zones? Parce que vu que tu as vécu longtemps dans ces zones de conflit, avec les civils, avec les locaux, et aussi avec les journalistes expatriés, est-ce qu'il y a aussi des moments plus légers? Parce qu'il y a une tension, on entend les explosions peut-être au loin, où il y a une tension dans la rue, on voit que les gens sont nerveux, mais est-ce qu'il y a aussi des moments heureux dans la guerre? Il y a plein de moments heureux. Quand on est journaliste, il ne faut pas oublier qu'on fait ce métier parce qu'on est passionné par ce métier. On fait ce métier parce qu'on aime ce métier. Donc c'est une chance incroyable de pouvoir faire de sa passion son métier. Donc évidemment, il y a plein de moments heureux, tout le temps en fait. Heureux de pouvoir faire un travail qu'on aime, heureux d'aller chercher des histoires intéressantes et de pouvoir le raconter au public, mais aussi de manière plus concrète, heureux parce que souvent nos collègues sont nos amis, parce qu'on partage une passion commune. Et donc c'est très facile de créer des amitiés avec des gens qui sont passionnés par les mêmes choses. C'est très facile de créer des amitiés fortes quand on vit des choses fortes ensemble, quand on va sur le front ensemble, quand on se met en danger ensemble, quand on vit des choses extraordinaires ensemble, ça crée des amitiés très fortes. Donc, il y a plein de moments heureux. La dernière fois que j'étais en Ukraine, j'étais à un goûter d'anniversaire d'une amie avec qui j'ai travaillé en Afghanistan et en Ukraine. On a mangé du cheesecake, on a bu du prosecco, on a écouté de la musique, on s'est raconté des anecdotes, on a ri. Parfois on sort, on se fait des restos, on va boire des coups. Il y a plein de moments heureux. Ce qui peut paraître très étrange pour les gens qui voient ça de très loin, comme nous, en tant que civils, à travers les télévisions ou quoi, de savoir qu'il y a une vie qui continue malgré tout dans ces zones. De toute façon, si on parle des civils, parce que moi je parle des journalistes, donc c'est encore on a un peu une espèce à part, on n'est pas des locaux, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas nos familles, nos époux, nos épouses sur place, on n'a pas nos enfants, nos grands-parents, notre école bombardée, donc je ne me mettrai pas du tout dans la case des locaux, ça n'a rien à voir. Mais pour les locaux aussi, évidemment, la vie continue, en fait ça c'est la capacité humaine d'adaptation qui est assez incroyable, où après en fait, même quelques semaines, et ça, je l'ai vu partout, je l'ai vu encore récemment en Ukraine, où en fait les gens s'adaptent à ce danger-là et ça fait partie de la quotidienneté, ça fait partie de la routine et donc on continue à aller travailler, on continue à aller à l'école, on continue à sortir, aller au resto, à boire des cafés en terrasse, parce qu'en fait on ne peut pas s'arrêter de vivre, c'est impossible. Et ça c'est un truc qui m'a toujours beaucoup surpris et qui continue à me surprendre des années plus tard. Là j'étais à Kherson, qui est une ville ukrainienne où il y a des attaques de drones à peu près toutes les 5 minutes. Et j'ai été surpris de voir des gens qui prenaient leur café en fait en terrasse au soleil, alors qu'il y avait des drones, on entendait des bombardements de manière quasi constante. Et je me suis presque surpris d'être surpris parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier et donc je sais que en fait c'est comme ça les zones de guerre, qu'en fait les gens continuent à vivre, mais ça continue à me surprendre. Et tant mieux, c'est bien de continuer à être surpris quand on fait du journalisme. Parce que tu pourrais être blasé. Tu as vu plein d'horreurs, plein de choses très compliquées. Tu pourrais te dire, oh, encore. Ouais, ça c'est un peu le risque, c'est de devenir blasé.
et d'avoir un peu son empathie d'émousser son empathie. Et ça, c'est risqué, parce que on est là pour être choqué, en fait, et de transmettre ce choc à nos lecteurs, à notre public. Parce que ce qui se passe dans une zone de guerre n'est pas normal, est par définition extraordinaire, et donc il faut pouvoir rendre compte de ce fait-là, que c'est extraordinaire, que ce n'est pas normal, que c'est dramatique. Et donc il faut pouvoir être choqué, et donc il ne faut absolument pas s'habituer. Et donc il faut en faire un peu ce travail contre soi-même. Comment on fait pour ne pas s'habituer? C'est un travail presque intellectuel, en fait. Après, ça aide aussi de changer de zone, d'aller de la Syrie en Irak, de l'Irak à la Palestine, etc. De peut-être pas rester tout le temps dans la même zone. Ça aide à ne pas trop s'habituer. C'est vrai que quand j'habitais en Irak, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir un peu fait le tour, on est moins choqué par ce qu'on voit. Et ça, c'est un problème. Peut-être que quand on change de zone, peut-être que ça aide à toujours rester, à garder un œil, un regard frais. Parce qu'il peut y avoir différents types de conflits. Ça peut être des conflits d'État, ça peut être des conflits religieux, ça peut être des conflits ethniques. Tu vois une différence dans tout ça? Tous les conflits sont différents, mais en fait, il y a une constante, c'est la souffrance des populations civiles, et qui est aussi une constante dans mon travail. C'est d'aller documenter cette souffrance-là. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. Après, ce travail-là, il peut prendre plein de formes différentes, avec des angles plus ou moins originaux, et de parler de culture, de parler de musique, de parler parfois même de cuisine, mais pour raconter la guerre, pour raconter les civils, pour raconter comment les civils trouvent leur place dans ce chaos. Après, oui, parfois il y a des éléments de l'ordre religieux, sectaire, politique, économique. Ça, je dirais que ça m'intéresse moins, parce que ça fait partie de l'ordre du contexte, et j'inclus le contexte dans mes articles, évidemment. Mais tout ça, on peut le raconter depuis une rédaction parisienne ou bruxelloise, en fait. Mais les gens, on peut les raconter que si on les rencontre. Et donc mon travail de reporter, c'est ça. Tout l'enjeu, c'est ça, c'est de raconter les gens. C'est une toute autre approche, mais travailler avec les militaires, c'est vraiment différent, j'imagine. Peu importe quand. L'approche est différente. Tu dois traiter avec un service de presse ou directement avec les soldats sur place qui sont concernés. Comment ça se met en place? Souvent, il y a un service de presse, mais l'idée, c'est de réussir à le bypasser, à le contourner, et de dealer directement avec les soldats et les officiers, ce qui n'est pas toujours facile, mais ça, c'est le mieux, parce que c'est là qu'on a les meilleurs accès possibles. Mais c'est vrai que la guerre, c'est très organisé, hein. Il y a un service de presse avec un officier de presse qu'on appelle, qui nous donne la permission ou non, l'accréditation ou non, qui nous accueille pendant X temps. Tout ça est très... on débarque pas comme ça On pourrait sur croire une que c'est ligne le de chaos, front. en fait, mais pas du tout. C'est un chaos organisé. Et c'est plus chiant qu'on ne le croit, en fait. Dans le sens où on n'a pas toujours les accès qu'on veut, c'est beaucoup d'attentes, la guerre aussi. Parfois, c'est d'attendre des heures pour 5 minutes d'accès, parfois, c'est d'attendre des jours pour 1 heure d'accès. C'est pas toujours comme on l'imagine, c'est pas tout le temps dans le feu de l'action, à faire des rencontres incroyables, à courir sur les balles. Ça représente 10% du métier, en fait. C'est une image très romantique, sinon. Oui, c'est ça. Très romanesque. Oui. Est-ce qu'il y a un reportage que tu refuserais? Ou que tu as déjà refusé? Tu dis non, là c'est trop. J'ai refusé de faire un reportage embed, c'est le mot qu'on utilise dans le milieu, c'est-à-dire de partir embarqué avec les soldats israéliens à Gaza. Parce que je pense que les conditions étaient inacceptables de partir 3 heures à Gaza, entouré de soldats israéliens, d'un officier de presse israélien qui te montre que ce qu'il veut bien te montrer, qui te raconte que ce qu'il veut bien te raconter, c'est-à-dire souvent des mensonges, où tu n'as aucune opportunité de parler à des Gazaouis. Ça, je trouve que la valeur journalistique est trop pauvre, voire inexistante. Et j'ai pas envie de faire la communication de l'armée israélienne. Donc ça, j'ai refusé de le faire. En précisant qu'on enregistre cette interview ici au tout début juillet 2025 pour contextualiser, vu qu'on ne connaît pas la suite des événements. Est-ce qu'il y a un reportage que tu n'as pas su faire mais que tu aurais voulu faire?
Ah, il y en a des Il y en a centaines. trop. Il y en a trop, je ne pourrais même plus te citer lesquels, parce que ça fait partie du métier de repartir frustré. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand on fait appel à notre imagination, quand on se dit « Ah, mais j'aimerais tant travailler sur telle histoire, telle histoire, telle histoire », et puis soit on arrive sur place et on se rend compte qu'en fait, on s'était un peu planté, que en fait, la situation est un peu différente que ce qu'on se pensait, ou alors on avait bien senti les choses et la situation c'est ça, mais en fait on n'a pas les accès, ou les gens ne veulent pas nous parler, on n'a pas le temps de le faire, ou on n'a plus d'argent pour le faire, ou ça coûterait trop cher de le faire par rapport à ce qu'on serait payé. Parfois parce que j'ai une imagination très active, j'ai plein d'idées à la minute, je vois plein d'histoires partout. J'arrive dans un endroit et je me dis ah mais je pourrais faire ça, ou j'ai une conversation avec quelqu'un et je me dis ah mais ça pourrait faire une histoire, et ça pourrait faire une histoire, et ça pourrait faire une histoire. On peut pas tout faire, on peut pas être exhaustif. Donc je repars souvent frustré, mais c'est pas très grave. Je pourrais toujours retourner sur place. Visiblement tu le vis bien. Qui te protège? Moi-même. Je pense que la première personne qui me protège, c'est moi-même, de par mon expérience, de par mon sang-froid, de par mon matériel de protection, de par mes formations de soins de premier secours, de par le fait de bien s'entourer avec des gens compétents, des gens de confiance. Et puis en second lieu, c'est les gens qui m'entourent, qui me protègent. Et c'est qui ces gens? C'est les confrères, les consoeurs? Les confrères, les consoeurs, les fixeurs, eux me protègent aussi. Et au-delà de ça, des rédactions, des gens, enfin des médias auxquels tu vends tes reportages, pas du tout? En rappelant que tu n'es pas employé d'un média, tu es indépendant. C'est ça, je suis indépendant, donc j'ai pas vraiment une rédaction qui pourrait voler à mon secours en cas de pépin. Mais surtout, je pense que leur moyen d'action serait limité. Que va pouvoir faire mon rédacteur en chef ici à Bruxelles ou à Paris, alors que j'ai été blessé en Ukraine ou en Syrie ou en Palestine? Ils vont être impuissants, en fait. Les premiers qui vont pouvoir m'aider, ce sont ceux qui sont sur le terrain, et qui comprennent le terrain, et qui ont des contacts, et qui se trouvent dans une zone géographique proche. Donc ce sont mes confrères et mes consoeurs. Ça ne te fait pas peur? Non, non, j'ai rarement peur. Comment on fait pour ne pas avoir peur dans des situations pareilles? Parce que c'est pas normal d'être dans une situation pareille, d'être sous des drones qui peuvent à tout moment t'arriver dessus et exploser. J'ai rarement peur parce que je me mets rarement en danger. Comme je le disais, le front, ça représente 10 à 15%, peut-être 20% de mon travail. Mais aussi parce que quand je suis effectivement en danger, c'est pas le premier sentiment, c'est pas la peur, c'est la concentration. C'est l'adrénaline en fait, c'est la réponse instinctive de notre corps face à la mise en danger. C'est ce shot d'adrénaline qui nous rend très concentrés, et cette concentration va faire qu'on va pouvoir prendre des décisions très rapidement, et les bonnes décisions pour se mettre en sécurité. Et donc c'est pas un sentiment de peur en fait, et heureusement, parce que sinon on serait... Une certaine forme d'anesthésie. On serait une certaine forme d'anesthésie. Donc, si, la peur est là, mais elle est dans le background, elle est à l'arrière. Elle n'est pas prédominante, et heureusement, sinon là je serais vraiment en danger, si j'étais paralysé en fait par ma peur. Tu as vu quand même, tu dis, même si ça ne fait que 20% avec beaucoup de guillemets, partie de ton métier, tu as vu quand même la mort de très près par beaucoup d'aspects. Quel est ton rapport à la mort? Mon rapport à la mort, il est apaisé. Parce que je sais que je fais un métier dangereux, mais je trouve qu'il y a pire que de mourir en faisant le métier qui nous passionne. Je pourrais sortir d'ici et me faire écraser dans la rue. Ça serait un peu une mort qui n'a pas de sens. Si je devais mourir en faisant ce métier-là, ça c'est une mort qui a du sens. Alors, j'espère que ça n'arrivera jamais. J'ai très envie de vivre le plus longtemps possible. Mais c'est pas la pire des morts.
Et puis encore une fois, on peut mourir à tout instant. Enfin, en dehors d'une ligne de front, je peux mourir à Bruxelles. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. La mort, c'est pas. Ou la mort des autres aussi, pas forcément la tienne. Mm. Ou là, tu en as vu des très concrètes. Mm-hmm. J'en ai vu des très concrètes depuis toujours, parce que de toute façon, quand j'étais gosse, un de mes meilleurs amis est mort dans un incendie. Donc mon rapport à la mort et à la matérialité de la mort, elle a été très concrète très rapidement. Après, dans le métier, j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont été blessés, kidnappés, tués. Donc ça a rendu la chose très concrète aussi. Donc j'ai perdu mon sentiment d'invisibilité, d'invincibilité, pardon, très rapidement. Mais j'ai un rapport apaisé à la mort. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Est-ce que quand tu es ici en Belgique ou tout du moins en Europe, tu as une sorte de suivi d'ordre psychologique ou autre par rapport à ce que tu as vu ou à ce que tu as pu connaître? Ou pas du tout? Je tente parfois quand j'ai le temps d'aller voir quelqu'un. Là, ça fait longtemps, je crois que ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai cet été si j'ai le temps. Là, je compte passer le mois d'août à Bruxelles, donc pourquoi pas le faire. Plutôt dans le but de... Pas tant parce que j'ai l'impression d'en avoir besoin, mais parce que je préfère éviter d'en avoir besoin, d'avoir le sentiment d'en avoir besoin. Je préfère d'anticipation pour désamorcer des choses. Donc je suis plutôt dans cette démarche-là. Après, je fais aussi partie d'une génération de reporters où la question de la santé mentale n'est plus du tout un tabou, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Quand je dis avant, c'était il y a 20, 30 ans. On imagine des légendes comme Robert Capa, de photographe mythique ou ce genre de choses, qui semblaient un peu des gens invincibles, qui n'avaient peur de rien, qui disparaissent souvent tragiquement. Oui, je pense qu'on est, on est moins dans ce cliché-là un peu viriliste. Je pense que on est une nouvelle génération. On a été mieux formés peut-être aussi à ces dangers-là, à ces thématiques-là. La question de la santé mentale faisait partie de la formation que j'ai pu faire à New York, par exemple. Et parce que je suis entouré de collègues qui ont mon âge, qui sont parfois maintenant plus jeunes, parce que moi, ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier, donc la nouvelle génération, elle est arrivée. Donc parfois, sur le terrain, je croise des gens qui ont 10 ans de moins que moi. Et eux aussi, cette question de la santé mentale n'est plus un tabou pour eux. Donc je trouve qu'il y a eu une progression. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais je nous trouve... j'aurais pas honte d'en parler. Toute autre chose, par rapport plutôt à la façon pratique de présenter l'information. Tu viens de parler de génération, et dans ta génération, donc tu as dit 32 ans, c'est bien ça. Quand tu vois des gens comme Hugo Décrypte, qui a pas tout à fait le même âge, mais pas très loin non plus, qui crée un média de zéro, depuis sa chambre, j'imagine, ça t'a jamais tenté? Parce que toi, tu travailles pour des grandes rédactions très prestigieuses, mais tu n'aurais jamais eu envie de faire un truc à toi, un podcast, un média propre? Non, comme je suis indépendant, je bosse avec plein de médias différents. Et donc des médias où je peux faire plus d'actualité, en presse écrite, des médias de radio où je peux faire de la chronique, ou presque de l'ordre du billet d'humeur, où je peux faire des longs formats, du long reportage. Des médias qui me permettent d'écrire des essais écrits à la première personne, des médias qui me permettent de faire du grand reportage. En fait, il y a une telle diversité d'écriture, de pratique, dans tous les médias avec lesquels je travaille, que je suis pas du tout frustré, je suis très satisfait. Donc aller créer mon propre média, je ne verrais pas trop l'intérêt. Et puis j'ai pas, en fait ça m'enlèverait du temps, du terrain. Donc je serais beaucoup plus être beaucoup plus à Bruxelles, à faire de la bureaucratie, à gérer une entreprise de presse. Je préfère être sur le terrain. Est-ce que tu as un rêve ultime? Un rêve ultime professionnel Ou pas professionnel? Je crois pas, parce que j'ai fait le métier de mes rêves. Je fais le métier de mes rêves depuis 10 ans. Donc là, j'écris un bouquin, donc j'aimerais bien que ce bouquin
soit un bon bouquin qui fonctionne et que plein de gens achètent. Ça C'est sera un bouquin d'actualité ou un roman ou... C'est un bouquin de non-fiction, qui n'est pas vraiment un bouquin d'actualité, même s'il touche à l'Ukraine. Donc j'aimerais bien que ce bouquin soit bon, de un, et soit acheté. Ça serait chouette, que je ne l'ai pas écrit pour rien. Ça, c'est pas un rêve ultime non plus. Non, peut-être que mon rêve serait de continuer à faire ce que je fais, mais de pouvoir continuer à faire du reportage, continuer à pouvoir écrire des livres, continuer à pouvoir faire de la radio, continuer à pouvoir enseigner le journalisme, ce que je fais depuis 2 ans maintenant. Ouais, ça serait déjà pas mal si je pouvais continuer à faire ce que je fais. Toujours? Pour toujours? Pour toujours, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, j'en serais fatigué de ce métier. En même temps, si je fais plein d'activités connexes où j'écris des livres, je fais de la BD, je donne cours, je donne des conférences, on reste dans le milieu du journalisme, on n'est Ça plus apporte que une sur le sorte terrain. d'équilibre aussi, peut-être. Et donc, ça apporte une certaine diversité, ça permet d'essayer de nouvelles choses. C'est mon premier bouquin, donc je redécouvre des choses. C'est une nouvelle écriture aussi, parce que l'écriture d'un livre est évidemment pas la même qu'une écriture de journaliste de presse écrite, qui est une écriture très formatée. Donc là, je réapprends à écrire. Donc tant que j'arrive à faire de nouvelles expérimentations, apprendre de nouvelles choses, j'aurais envie de continuer à faire ce métier, je pense. Dans les succès, tu as quand même reçu en 2023 le prix Albert Londres, un peu l'équivalent des Oscars pour le journalisme. Est-ce que c'est une sorte de game changer dans une carrière de recevoir ce genre de prix? Est-ce que tu as eu plus de contacts avec d'autres médias avec lesquels tu ne collaborais pas ou d'autres opportunités professionnelles suite à ça? Ça a été un coup de pouce quand même. Après, au moment où je reçois ce prix, je fais déjà du journalisme depuis 8 ou 9 ans. Donc j'étais déjà bien installé, je faisais déjà mon métier exactement comme j'avais envie de le faire, avec plein de médias. Mais si j'ai vendu un livre, si j'ai pu signer un contrat avec une maison d'édition, je pense que c'est grâce à ce prix. J'ai pu avoir Je pense que j'ai peut-être... certains médias acceptent plus facilement mes propositions de reportage, me font plus facilement confiance. Peut-être plus simple d'obtenir des bourses aussi, parce que du coup j'ai un CV plus fourni, une réputation un peu plus prestigieuse. Donc je pense que c'était un petit coup de pouce sur plein de choses, mais ça n'a pas changé ma vie. Ça n'a pas été jour et la nuit. Ça n'a pas été le jour et la nuit. En préparant cette interview, j'ai remarqué que dans le patrimoine familial, il y avait eu aussi un grand-père qui avait un parcours un peu particulier, résistant, espion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une espèce de filiation au-delà du sens purement famille par rapport à ça? Mise en Peut-être. danger, cette envie de liberté, de justice peut-être? Peut-être. Tu l'as connu? Oui, je l'ai bien connu. Il est mort il y a 10 ans, donc quand j'avais 22 ans, donc je l'ai bien connu. Vous avez déjà parlé de cette époque ou pas du tout? Non, lui n'en parlait pas. C'était pas quelque chose dont il parlait facilement. Et moi, bizarrement, ça m'intéressait pas trop non plus. La seconde Guerre mondiale, ça me paraissait loin. Je le regrette un peu, évidemment. Donc on n'en a pas trop parlé, mais il a laissé beaucoup de traces écrites. Et donc là, justement, je suis en train de me plonger là-dedans. Là, hier, j'étais aux archives de l'État où il y a une pile de 1,5 m de documents de mon grand-père, de notes manuscrites, de lettres, de coupures de journaux, de photos. Donc je suis en train de me plonger là-dedans. Donc je découvre des choses assez folles. Et est-ce qu'il y a une sorte de filiation? J'en sais rien. C'est aussi ça, quelque chose que je suis en train d'explorer. Peut-être que oui, peut-être que c'est pas une coïncidence que lui ait rejoint la résistance quand il avait 22 ans et que moi je suis parti en Irak à l'âge de 22 ans. Peut-être que c'est une coïncidence, peut-être pas. Je crois que, et ça c'est quelque chose d'assez documenté, que les fils, petits-fils, filles, petites-filles de résistants ont parfois du mal à trouver leur place dans le monde parce que le résistant aux nazis, dans notre imaginaire collectif, en tout cas dans nos sociétés occidentales au XXIe siècle, XXe siècle, le résistant est la figure ultime du héros. Il n'y a pas de figure plus héroïque que le résistant aux nazis. Et donc, si on a un descendant de résistant, on est forcément de ça. On est dans une incapacité à faire mieux. À faire mieux.
Ce qui veut dire plusieurs choses. Ce qui veut dire que peut-être qu'on est dans une incapacité à satisfaire son ego ou dans une incapacité à pouvoir rendre fier, une incapacité à se montrer digne, puisque forcément, quoi qu'on fera, ça sera toujours en deçà. Donc peut-être que ça a motivé certains de mes choix, et peut-être que c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui, je ne sais pas. Raconte, le média Game Changer, multiples thématiques. On vient de parler de choses qui se sont passées il y a longtemps dans le temps, la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu as déjà eu envie d'écrire ou de documenter peut-être des conflits plus anciens que tu n'aurais pas connus, mais peut-être sous une forme d'enquête, avec une distance temporelle plus importante? Je ne sais pas, moi, des choses comme la Serbie ou des moments comme ça. J'essaie quelque chose que j'ai fait ces derniers temps, d'incorporer des éléments historiques dans mes reportages. J'ai pu faire par exemple un long portrait d'un otage israélien, l'otage le plus âgé, 85 ans, qui en fait avait grandi en Irak, à Bagdad, jusqu'à l'âge de ses 13 ans, et qui avait survécu à un pogrom quand il avait 3 ans. Un pogrom qui a eu lieu en 1941, où à peu près 200 juifs avaient été tués. Et donc j'avais raconté l'histoire de ce pogrom. J'avais raconté l'histoire de la création de l'État d'Israël en 1948, l'expulsion massive, le nettoyage ethnique des Palestiniens à la faveur de l'émergence de cet État israélien. Et donc j'avais fait un long papier sur 5 pages pour l'Écho, où justement j'incorporais des pages entières sur l'histoire, en fait, l'histoire des Juifs irakiens, de ce pogrom qui s'appelle le Faroud, de leur exode massif au début des années 50, pour faire écho à l'histoire moderne aussi, au 7 octobre, au génocide à Gaza. Et ça, je trouve ça intéressant, quand on peut documenter le présent en créant des miroirs et des échos avec le passé. Ça, je pense que ça a de la valeur. Après le passé, le futur, comment tu vois, après c'est en crise, mais ça, je pense qu'elle est en crise déjà avant ta naissance, mais comment tu vois le futur de l'information en zone de conflit? Vu que la guerre est de plus en plus technologique, on utilise des drones, on utilise du piratage informatique, peut-être de moins en moins de conflits avec des gens. Tu vois une différence déjà sur les 10 ans d'expérience que tu as? Bah, il y a des avancées technologiques qui sont folles. Là, en Ukraine, maintenant, c'est véritablement la guerre des drones, que j'ai déjà pu voir il y a 10 ans à l'époque de la guerre contre l'État islamique, où l'État islamique se procurait des petits drones qu'on peut acheter dans le commerce, et qu'ils arrivaient à piéger, qui pouvaient voler dans le ciel et lâcher des grenades, donc je les voyais déjà. Mais ça, c'était encore à l'époque très amateur. Et maintenant, c'est hyper professionnel, c'est produit à une échelle industrielle. Donc oui, il y a des capacités technologiques. Là, quand j'étais à Kherson, maintenant, ils utilisaient même des drones à fibre optique qui donc ne pouvaient pas être brouillés, ne pouvaient pas être repérés. Filaires, ils sont reliés au sol. Exactement. Et là, hier, c'était quoi cette semaine, la semaine dernière, les Chinois faisaient la présentation de drones qui sont de la taille d'un insecte. Donc oui, il y a une avancée technologique, mais fondamentalement, la guerre reste la guerre. Il y aura toujours des civils et des soldats blessés et tués et traumatisés, et des villes et des villages détruits. Et donc ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Et donc en fait, je pense que je ferai mon métier toujours de la même manière, pour raconter des histoires toujours très similaires, malheureusement. Pour quasiment clôturer sur une note pratico-pratique, tu as dit plusieurs fois que tu es indépendant. Quand on est reporter de guerre comme toi, comment on gagne sa vie? On gagne sa vie en multipliant les collaborations. Donc on écrit beaucoup. Et quand je fais un reportage de presse écrite, j'essaie aussi de le faire en radio et parfois aussi de le faire en télé, et donc de vendre le même sujet plusieurs fois et de l'écrire à la fois pour des médias français et belges francophones et canadiens et libanais francophones et suisses francophones, etc. C'est quelque chose que les médias acceptent, ils ne veulent pas une exclusivité? Non, parce qu'ils payent trop mal pour demander l'exclusivité, donc oui, ils acceptent. Est-ce que, par exemple, c'est un reportage de guerre avec tous les risques que tu prends, c'est mieux payé qu'un reportage conventionnel que tu pourrais faire ici en Belgique? C'est payé la même chose. C'est dur quand même. Je fais la même chose que ce soit un reportage sur ligne de front en Ukraine ou que je le fasse ici dans les Marolles. Donc c'est comme ça, donc il faut plus travailler. Parce que le travail en ligne de front coûte très cher.
Faut déjà payer son matériel de sécurité. Mon gilet pare-balles, il m'a coûté 1 000 euros. Faut payer des hôtels, faut payer un fixeur. Un fixeur, ça coûte 200, 250, 300 euros la journée. Donc les frais sont élevés. Donc comment je gagne ma vie? Beaucoup de bourses. J'envoie des dossiers pour obtenir des bourses. Sans bourse, je pense pas que j'arriverais à faire ce métier. J'ai déjà reçu des dizaines de milliers d'euros de bourses en 10 ans. Sans ça, je pense que j'aurais raccroché il y a longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète pour la pérennité de ton activité? Oui, ça m'inquiète. Ouais. En Belgique, on a la chance d'avoir cette bourse qui s'appelle le Fonds pour le journalisme, qui est pilotée par l'AJP, l'Association des journalistes belges francophones, qui est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si cette bourse venait à s'arrêter, je ne donne pas cher du journalisme de qualité, d'enquête, de reportage en Belgique francophone. Parce que en fait, faire du bon travail, j'évoquais ce long reportage que j'ai fait sur cet otage israélien d'origine juive irakienne. Ça a représenté des mois de travail, 2 voyages en Israël, 1 voyage à Bagdad. Ça coûte très cher, ça m'a coûté 5 ou 10 000 euros de frais, d'avion, de traducteurs, d'hôtels. Et aucun média ne peut se permettre d'avancer ce genre d'argent. En tout cas, pas en Belgique francophone. En France, ils ont un peu plus de moyens. Combien paye un média en moyenne? Un article de presse écrite, reportage en zone de guerre, ça va être payé grosso modo entre 400 et 600 euros brut. Donc, pour un grand média national. Donc, pas grand-chose. Donc, il faut faire appel à des bourses. Et si, par exemple, cette bourse du Fonds pour le journalisme devait s'arrêter demain, peut-être que je m'arrêterai de travailler aussi. Dur. C'est difficile d'être optimiste dans ce métier. L'industrie va très mal quand même. Il suffit de voir les groupes de presse qui fusionnent pour amortir les coûts. Donc ça veut dire moins de diversification de la presse, moins de pluralité. On voit la RTBF qui doit économiser, je crois, des dizaines de millions d'euros. Je crois que le chiffre, c'est 183 millions d'euros. Ça veut dire moins de budget pour les émissions, pour les reportages, etc. Donc non, notre industrie des médias va très très mal et ça ne va pas s'améliorer. Donc je ne suis pas très optimiste, non. Tu n'as pas peur aussi du côté IA, l'intelligence artificielle? Si, l'info est sortie hier que des médias comme Elle et Marie-Claire écrivent des articles à l'intelligence artificielle et signent avec des faux journalistes. Donc non seulement ils utilisent l'IA, mais en plus ils mentent sur le fait qu'ils utilisent l'IA. Donc ça, c'est absolument dramatique. Après, ce qui, moi, ne me fait pas peur, c'est que c'est pas demain que l'IA pourra aller sur le terrain, interviewer des gens et décrire des choses. C'est pas demain que l'IA aura des yeux et des oreilles et des jambes pour aller en Ukraine et en Palestine et ailleurs. Donc pour faire mon métier à moi, de reporter, l'IA ne pourra jamais me remplacer. Par contre, je ne donne pas cher de ceux qui travaillent en rédaction et qui écrivent des dépêches et des papiers factuels. Et là, ça va être plus compliqué. Pour terminer quand même sur une note un peu plus légère, un peu plus douce, si ta vie était un film, c'est une question qu'on pose à tout le monde, quelle serait la BO de ce film, la bande originale, une musique qui t'accompagne ou qui décrit ton existence? Là, je vais avoir besoin de réfléchir. On est là pour ça. Je suis pas très musique, donc... On n'écoute pas de musique quand on va à la guerre? J'écoute beaucoup de musique, mais je m'intéresse pas à ce que j'écoute. Ou alors un film? Ou un livre? Tu seras une première. Parce qu'on a demandé une BO à tout le monde, mais si tu n'en as pas, bon, on va pas l'inventer. Un film ou un livre ou un livre? Ok, un livre. C'est un joker hein, quand même, c'est un beau joker. Ouais. Là par contre, il y en a tellement. J'ai lu récemment River of Time, j'ai pas envie d'écorcher son nom, John Swain, maybe,
qui est un journaliste britannique qui a couvert le Cambodge. Enfin, je dis récemment, ça fait 3 ans que je l'ai lu, donc, et qui raconte un peu les coulisses de son métier en pleine guerre. Ça, c'est un livre que j'ai apprécié. Non, je pense que ma Bible, plutôt, si je dois choisir un livre, c'est un livre que j'ai acheté il y a 10 ans, qui est le recueil des meilleurs reportages de Mary Colvin, qui est une journaliste américaine qui a été tuée en Syrie par le régime de Bachar al-Assad en 2012, en même temps que Rémi Auchlix, photographe français, et qui était dans les zones rebelles syriennes, et qui ont été expressément visés par le régime syrien, qui les a assassinés au mortier, à l'artillerie. Et j'ai acheté ce recueil de ces meilleurs reportages, écrits partout dans le monde, au Moyen-Orient, en ex-URSS, en Asie. Et en fait, elle a une plume exceptionnelle. Et cette plume exceptionnelle, elle l'a mis au service de son métier, où elle allait dans des endroits où même moi je ne vais pas. J'ai beau être reporter de guerre, je n'allais pas dans les zones où elle allait. Elle prenait des risques infinis, mais avec une plume. Donc ce livre, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le recueil de reportages de Mary Colvin. Peut-être que ça s'appelle peut-être que c'est On the Front Line. Je ne sais plus exactement, il faudra aller vérifier. On va chercher, on mettra le lien en description. Toute dernière question, et ça c'est la même pour tout le monde. Qui aimerais-tu voir et entendre dans Raconte à ta place? Là aussi, il y a tellement de monde. J'aimerais bien entendre... ça doit être quelqu'un qui parle en français ou pas forcément? C'est mieux. On est très francophone, donc... Alors, il faut que je réfléchisse un peu. J'aimerais bien entendre... Ah, je sais. J'aimerais bien entendre Rami Abou Jamous, qui est un journaliste palestinien francophone qui est de Gaza, qui se trouve toujours aujourd'hui à Gaza, qui a été déplacé un nombre incalculable de fois, qui a vécu sous tente, qui là vient de retourner dans son appartement à Gaza City, dans un immeuble en partie endommagé, et qui depuis bientôt 2 ans maintenant nous décrit le génocide qu'il survit au jour le jour, avec une plume extraordinaire, avec un regard extraordinaire, avec une intelligence extraordinaire. Et puis juste le fait qu'il soit là, en fait, sur place, c'est déjà extraordinaire. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer, de l'interviewer. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses intéressantes à raconter. Tu le connais personnellement? Je le connais personnellement, oui. En fait, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Peut-être qu'on s'est croisés à Gaza, je ne sais pas. Mais on s'échange régulièrement des messages. Nous enregistrons cet épisode début juillet 2025. Est-ce que tu sais déjà où tu vas aller? Je vais aller en reportage en Allemagne bientôt, à Nuremberg plus précisément, pour raconter la genèse et la chute de la justice internationale. Vaste projet. Je vais retourner en Ukraine. Je vais retourner au Liban, en Syrie. Et en novembre, normalement, je vais aussi aller en Birmanie, dans des zones rebelles, pour aller faire une immersion de 2-3 semaines avec la guérilla qui se bat contre la junte militaire. Eh bien, merci Wilson Fache. Merci à vous.